C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Madame, messieurs, bienvenue. Et pour commencer, les titres. Les journalistes burundais se sont mal comportés durant l'année 2015 et certains ont même contribué dans les assassinats selon le directeur des presses et publications burundaises, ce que demande le représentant légal de la radio publique africaine, affirmant que c'est plutôt grâce aux médias indépendants que les tueries ont diminué en 2015. Et la Commission nationale des terres et autres biens rassure les Burundais qui ont fui le pays que leurs biens laissés au Burundi seront bien gardés. Et la situation des enfants au Burundi est déplorable et mérite une attention particulière pour essayer de rétablir leurs droits bafoués. Lecture faite par le sociologue Gaspard Kilomo. Vous allez le suivre vers la fin de cette édition. Merci encore une fois pour votre fidélité. Tout de suite, le développement de ces titres. Je vous le disais dans les titres, les journalistes se sont mal comportés durant l'année 2015 et certains ont même contribué dans les assassinats. Ce sont là les propos de Louis Kamweno-Boussa, directeur des presses et publications burundaises, lors d'un atelier avec les responsables des médias à Muyinga. Louis Kamweno-Boussa demande aux journalistes de respecter l'éthique et la déontologie du travail. Suivez-le. Ne m'empêche pas à dire aux journalistes les fautes qu'ils ont commises. Partout au monde, les choses que les journalistes ne font pas, les journalistes d'ici l'ont fait. Quand les gens ont été tués ou torturés, les journalistes les diffusaient en direct. Est-ce que tu ne suivais pas les diffusions en direct des radios ? Je ne résistais pas. On suivait ça. Alors, tu ne veux pas que je le dise aux autres collègues journalistes? Je vous en prie. Ce qui s'est passé, il faut que ça s'arrête. Même si tu ne veux pas l'entendre, il faut que les autres écoutent ce qui s'est passé. Je suis sûr qu'il y a des gens qui veulent entendre ça. Mais ne me demandez pas. Ma conscience ne me permet pas qu'un journaliste doit contribuer pour l'assassinat d'une personne. D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas une question. Le président de la BR a demandé qu'on ne retourne pas aux choses passées. Il faut s'en souvenir pour ne plus en revenir. Acceptons qu'on a le droit pour l'éviter. Vous avez posé une question. Comment les journalistes exercent leur métier? J'affirme que le métier jusqu'à maintenant se comporte bien. Vraiment, il n'y a pas d'antagoniste. L'administration commence à avoir confiance dans les médias. Commence à avoir confiance dans les médias. Les médias indépendants ont bien travaillé en 2015. C'est même grâce à eux que les tueries ont diminué. C'est la réponse du représentant légal de la radio publique africaine, Jean-Marie Vianney Hichu-Burundi, aux accusations du directeur général des presses et publications burundaises. Louis Kamweno-Boussa a accusé mardi certains médias d'avoir très mal travaillé et de porter une grande responsabilité dans les tueries de 2015. Suivez Jean-Marie Vianney Hichu-Burundi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ces propos parce que j'étais à l'époque journaliste, je le suis toujours. J'ai suivi de près tous les événements qui se sont passés en 2015 avec la crise. Par contre, les médias indépendants ont très bien travaillé pendant cette période. Il cite un cas de quelqu'un qui a été lynché à Nyakabiga. Oui, c'est un cas regrettable qu'à cette époque, des tueries pareilles refont surface, ça c'est regrettable. Mais j'ai beaucoup apprécié à l'époque l'intervention des responsables des médias indépendants, les responsables des organisations des professionnels des médias à l'époque. Ils ont sorti un communiqué pour dénoncer ces tueries. Et c'est grâce à cette dénonciation que ces genres de tueries ont cessé. Ça ne m'étonne pas du tout que ces propos soient avancés par le type que vous venez de citer. Moi, je ne préfère même pas le citer, parce qu'avoir son parcours, il a été un responsable d'un médium que vous connaissez très bien, un médium, une radio qui a attisé la haine ethnique, qui attise la haine entre les gens des partis politiques d'opposition. Ça ne m'étonne pas du tout. Et il faut aussi reconnaître que le gars qui a cité ces propos, ce qu'il fait dans le système du CNDD-FDD, la place qu'il occupe dans la politique du parti au pouvoir. C'est quelqu'un qui a travaillé dans un médium du parti. On lui a donné un poste pour des raisons bien précises. C'était pour qu'il soit un instrument du pouvoir. Il est là pour acclamer ce qui est fait par le pouvoir. Il ne fait que ça.
Le même jour, le directeur des presse et publications burundaises a affirmé que les médias au Burundi travaillent désormais professionnellement. Pour lui, Louis Kamenoussa, la preuve est que les administratifs sollicitent eux-mêmes les journalistes. Mais ce travail ne serait pas aussi louable. Au contraire, selon Jean-Marie Vianney Burundi, les médias qui ne peuvent pas montrer et parler de la réalité des faits ne font pas leur travail. Pour le représentant légal de la RPA, c'est la preuve que le professionnalisme a fortement reculé au Burundi. On le suit encore une fois. Je pense qu'il parle des médias qui sont au Burundi. Il ne parle pas des médias indépendants. Il dit qu'il y a les gens de l'administration qui font confiance aux médias. Mais les médias, on les connaît, ces médias. Ce sont des médias qui n'osent pas dénoncer ce qui est fait par le gouvernement. Les tueries, les assassinats, les arrestations arbitraires, les tortures, tout ça. Ce sont des médias qui n'osent pas dénoncer ça. C'est peut-être ça de ces médias qu'il parle. Les médias doivent travailler de façon professionnelle. Les médias doivent travailler pour l'intérêt public, l'intérêt de la nation. Ils ne doivent pas travailler pour les intérêts d'un groupe d'individus, pour l'intérêt du pouvoir en place. Si réellement les médias qui sont chez nous maintenant travaillent très bien, c'est que notre métier est tombé plus bas. Page politique, le Forum pour le renforcement de la société civile burundaise dénonce la complicité de la communauté est-africaine dans l'échec du dialogue interburundais. Selon le délégué général du Force Vital Nshimirimana, l'aboutissement de la solution pacifique du conflit burundais est loin de se réaliser. Nshimirimana interpelle tous les Burundais d'agir maintenant pour asseoir un vrai leadership visionnaire capable de diriger le pays. Je propose de le suivre. La passivité ou la complicité de la communauté internationale, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est, qui a organisé un faux processus de paix au Burundi, qui n'est jamais intervenu pour aider les Burundais à trouver une solution véritable, qui a confié la résolution de la crise burundaise au président Museveni, qui lui-même a autant de problèmes qui concernent la légitimité de l'exercice de son mandat, ainsi que Mukapa qui, à plusieurs reprises, a soutenu ouvertement le régime de Pierre Nkurunziza, ont fait que aujourd'hui la solution pacifique du conflit burundais n'aboutisse pas. Mais j'argumente que la solution à la crise burundaise se trouve entre les mains des Burundais. Parce que il revient aux Burundais de trouver les moyens d'asseoir un vrai leadership visionnaire, capable de trouver des solutions pour le Burundi, capable d'amener le Burundi sur un chemin pacifique, capable de réconcilier le peuple burundais. Et en tout état de cause, deux questions principales méritent de retenir l'attention des Burundais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on discute, quoi qu'on négocie, on doit négocier absolument deux questions principales, à savoir la justice pour tous et la sécurité pour tous. Parce qu'effectivement, le démantèlement progressif de l'armée et la mono-ethnisation progressive de l'armée burundaise vont créer encore des conflits plus insolubles. Et puis, je recommande effectivement que les Burundais qui ont déjà démontré qu'ils sont résilients, puissent se réunir, puissent remonter ou relever le défi posé par l'existence d'une classe politique défectueuse, une classe politique vieille et incompétente. Je vous l'avais dit dans les titres, la Commission nationale terre et autres biens rassure les Burundais qui ont fui le pays. Selon la CNTB, les biens qu'ils ont laissés au Burundi seront bien gardés. La Commission a présenté son rapport dans lequel elle se réjouit des activités déjà réalisées, des réalisations portant sur l'exécution des dossiers déjà réglés, notamment la spoliation des terres pour certains qui ont saisi des propriétés appartenant à l'État, comme l'indique Dieudonné Bonima, le porte-parole de la Commission. Suivez-le. Abo bahunze
Ceux qui ont fui le pays depuis la crise de 2015 ont laissé l'air bien. C'est aussi une période récente. Si on remarque que ces gens ont fui réellement le pays, nous devons attendre l'avènement. La CNTB ne peut pas ouvrir un dossier comportant de tels cas. Vous l'avez entendu dans beaucoup de discours du président où il précise que les biens de ceux qui ont pris le chemin de l'exil soient beaucoup respectés. Au sein de la CNTB, nous respectons cet appel et sachez aussi que ces gens ne sont pas nombreux. Nous demandons aux gens qui ont porté plainte de patienter afin d'attendre le retour de ces réfugiés. Droits des enfants à présent, alors les discours de haine, l'impunité et la dévalorisation des valeurs morales sont les quelques causes des violations des droits des enfants au Burundi. Gaspard Kiromo, sociologue, indique que la situation des enfants au Burundi est déplorable et mérite une attention particulière pour essayer de rétablir leurs droits bafoués jusqu'à la mort. On l'écoute, il a été joint par téléphone. Dans notre société au Burundi, cette faillite risque d'être fatale pour la société. Je dirais que les valeurs morales principalement se font l'ensemble de ce que nous appelons Ubuntu. Ubuntu, c'est que la personne humaine est sacrée. Toute personne humaine est marquée par une dignité qu'il faut absolument respecter. Mais il y a aussi l'autre pilier des valeurs humaines, ce que nous appelons Ubushingantahe. Ubushingantahe, c'est tout ce qu'on appelle la sagesse, le respect des lois justes, le respect de la parole donnée, le compromis, le consensus, l'abnégation, la gestion des conflits, le recours aux procédures judiciaires quand c'est nécessaire. Donc, tout cela est important, mais aussi, à part cette faillite des valeurs humaines, nous pouvons aussi citer un deuxième problème, c'est les discours et les pratiques violentes auxquelles on assiste régulièrement dans notre société. Quand on utilise des termes comme ubukorerako, ugushiriza, bamujeri, bipinga, abakeba, ou des termes comme gutera abakeba, guhohotera, kunyuruza, tout ça, ça crée une situation au niveau de conception, au niveau des pratiques, une conception défavorable à la personne humaine. Mais aussi, en plus de ça, je pense que ce qu'on peut encore dire, c'est qu'il y a une impunité de crime, une impunité qui est généralisée et observable depuis le long terme, depuis des décennies, et plus particulièrement à partir d'avril 2015, des personnes et des structures de l'État commettent des crimes en toute impunité, suite à des tortures, à des disparitions forcées, à des viols de victimes, à des emprisonnements arbitraires. En quatrième lieu, je peux parler de vigilance complice des observateurs de crimes. On dirait que même les gens de bonne volonté sont traumatisés et doivent se taire malgré les crimes qui se commettent. On ne dénonce pas assez les corruptions et les arrogances des agents de l'État. On renseigne les populations pour n'importe quoi. Le renseignement fait partie des habitudes administratives dans les différences générales. Et il y a aussi le silence imposé par des manipulations de l'opinion publique qui diffusent que les victimes disparaissent pour des raisons de sorcellerie ou pour des raisons de conflits fonciers. Et dans ce cas, les enquêtes ne se poursuivent plus. Et donc, l'impunité fait partie de la vie. Mais aussi, en cinquième lieu, je peux signaler des maladies qui ne sont pas traitées. Il y a certainement dans notre société des malades qui ne sont pas accompagnés. Par exemple, il faut savoir qu'il existe des prédateurs sexuels. Gaspard Kilombo demande aux Burundais en général et aux autorités burundaises en particulier de refaire les programmes de l'éducation pour revenir au tabou qui faisait le respect de certaines valeurs morales et culturelles. Encore une fois, suivez-le. Quand la violence et dans les mentalités, dans les comportements, même les victimes peuvent être tout à fait victimes, même pas nécessairement pour des raisons politiques. Comme je disais ici, quand quelqu'un pense que la violence est un mode de gouvernement, que la violence est un mode de résolution des conflits, il pense que en faisant de la violence, qu'il y résout des problèmes. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui disait que éliminer un ennemi ou éliminer un adversaire politique, c'est tout simplement éliminer un adversaire, éliminer un obstacle. Et dans cette mentalité-là,
toute violence devient possible. Et même les enfants et les innocents, et même les plus faibles, ils deviennent victimes justement parce qu'on ne sait plus apprécier la personne humaine à sa juste valeur. Quel est votre message en tant que sociologue au Burundi? Ce que je peux dire, c'est que d'abord, il faut travailler l'éducation. L'éducation, ici, je ne veux pas seulement parler de l'éducation des enfants, mais de l'éducation de conscience. Pour tout le monde, nous devons refuser la violence, nous devons refuser que les gens soient dans des conditions inhumaines. Je pense qu'il ne faut pas se taire devant le mal qui se commet. L'éducation donc doit se généraliser, rappeler les valeurs, rappeler les droits de l'homme dans tout système. Il faut vraiment aménager l'éducation, mais aussi il faut refuser toute impunité parce que notre pays est victime d'un sentiment d'impunité qui se généralise et qui se perpétue jusqu'à ce que même il y en a qui pensent que la violence ou les criminalités sont des situations normales. Il faut donc refuser ça. Malheureusement, les structures politiques justement sont vus comme aussi des facteurs de violence, des facteurs d'impunité, c'est un drame pour notre société. Dernier élément de cette édition, une exposition des produits fabriqués au Rwanda, dit Made in Rwanda, se tient à Kigali. Et là, pour objectif de promouvoir les produits fabriqués localement. Celle-ci se démarque surtout par la présence inhabituelle de voitures assemblées dans la capitale rwandaise. Le point, c'est avec notre confrère Thierry Wigilindavi. Dès qu'on entre à l'exposition, on arrive sur une chaîne de véhicules flambant neufs de marque Volkswagen. Ils n'appartiennent pas aux participants de l'exposition. Ces véhicules made in Rwanda sont montés au Rwanda par l'industrie automobile Volkswagen. Michaela Lugwizangoga, représentante de cette association au Rwanda, explique l'idée maîtresse de Volkswagen au Rwanda et sa valeur ajoutée au marché rwandais. L'idée de Volkswagen au Rwanda, c'est de faire de l'assemblage de véhicules. En termes techniques, on appelle cela le SKD, semi-knockdown. Donc les véhicules arrivent au Rwanda en kit, les véhicules sont montés et on a un process qualité avant de les mettre sur le marché. L'idée ici est de développer l'industrie automobile et c'est la première étape pour le développement de l'industrie automobile. Après le niveau de SKD, on peut aller vers des technologies beaucoup plus poussées. À côté de ça, à côté de la vente de véhicules, nous offrons aussi des services à la demande. Comme si vous allez maintenant sur notre Twitter account, Volkswagen RW1, vous allez entendre beaucoup parler de nos taxis. On appelle cela le ride-hailing en anglais. Donc au jour d'aujourd'hui, n'importe qui, n'importe quelle personne dans Kigali peut downloader notre application mobile qui s'appelle Move, s'inscrire et commander une Volkswagen. Vous pouvez commander le modèle que vous voulez. Et le taxi vient vous chercher et vous dépose où vous voulez à votre destination. Il n'y a pas un défi particulier, le marché rwandais est propice aux affaires. C'est comme dans toute entreprise, les débuts sont difficiles, mais on a une très bonne équipe, on a formé des techniciens localement et on continue de former de plus en plus de techniciens pour rejoindre notre équipe. On a remarqué que les clients locaux qui étaient déjà propriétaires de Volkswagen avant qu'on arrive sont extrêmement satisfaits parce qu'aujourd'hui ils arrivent à avoir un service après-vente de qualité, ils arrivent à acheter leurs pièces de rechange en étant sûrs que ce sont des pièces de rechange certifiées Volkswagen et au-delà de ça, il y a tous les services à la mobilité qui sont ouverts. Donc si vous ne pouvez pas acheter une Volkswagen neuve, vous pouvez avoir une Volkswagen pour 1 heure, pour 2 heures, pour 30 minutes. On est là. L'un des jeunes entrepreneurs au Rwanda qui s'est associé avec ses amis pour fabriquer des emballages lance un appel vibrant à la jeunesse rwandaise d'oser entreprendre. Il les encourage et les rassure du soutien du gouvernement rwandais et des banques aux jeunes entrepreneurs.
Je les demanderai premièrement d'avoir des idées, qui demandent conseil à ceux qui ont fait du business, d'autant plus qu'il y a ceux qui l'ont fait depuis longtemps. Je les conseillerais aussi de commencer petit à petit. Ça n'empêche pas de faire des grandioses plus tard. Autre chose, Made in Rwanda, c'est une opportunité pour l'avenir parce que le gouvernement rwandais y réserve un soutien particulier. Il nous donne des facilités au niveau des taxes. Comme il y a une association des jeunes entrepreneurs qui donne des séminaires de formation aux jeunes entrepreneurs, j'interpellerai la jeunesse d'oser entreprendre. Il y a même des soutiens financiers, que ce soit de la part du gouvernement rwandais ou des banques. Ceux qui fabriquent des objets d'art sont aussi au rendez-vous. Ils forment d'autres Rwandais parmi les prix des mini, surtout ceux qui habitent les zones touristiques. Au lieu d'aller commander aux touristes, il faut plutôt les proposer des objets d'art fabriqués au Rwanda. Nous faisons des efforts pour former des gens des mini ou d'autres personnes qui peuvent fabriquer des objets d'art. Nous les formons dans l'optique d'éradiquer la mendicité. Au lieu de commander aux touristes de l'argent, il faut plutôt les proposer d'acheter ces objets d'art. Les gens ont l'habitude d'utiliser, par exemple, des gobelets en plastique ou métallique. Mais voilà ces gobelets fabriqués à partir de nos arbres. Les touristes les préfèrent. Cette exposition a commencé ce mercredi et prendra fin le 4 décembre. Merci à Thierry Wigilinda, vice-étiquette pour en faire cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.